Ouais, tout le monde pensait que j'étais fou. Bon, c'était pas que mes parents, c'était tout le monde. Ouais, ouais, l'Europe, sera le seul continent qui aura une croissance négative. Il y a quelques aspects, dont je suis personnellement fier. On est devenu, le plus grand employeur d'ingénieurs informaticiens dans la région Maghreb. Les gens disent, on a beaucoup de problèmes. En fait, les problèmes, c'est une opportunité de Une faire quelque solution. chose, ouais, ouais. Alors, nouvel épisode de Respect, le podcast. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit quelqu'un de très très spécial. Oh. Non, non. Ne commence pas, non. De très spécial, avec un parcours fou. Moi, j'ai hâte d'écouter son histoire et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Son nom, c'est Nordine Tayebi. Nordine, bienvenue. Merci de m'avoir reçu ici et ben, j'espère que ça sera un très bel échange pour nous deux et que ça sera bénéfique à tout le monde. Il y a pas de souci, en tout cas, j'en ai aucun doute. Alors, le propre de ce podcast, c'est dans l'absolu, je te parle en règle générale, Mhm, pas spécifiquement pour toi. mhm, On fait pas de promo, on n'est pas là, on parle pas d'actualité, on fait mhm, pas de politique. On est vraiment basé sur l'individu, sur le parcours de mhm, l'individu, ses accomplissements. Et j'invite que des gens que je respecte en tant que tels et dont je respecte et admire le parcours. Donc, c'est une conversation, j'aime pas parler d'interview, c'est une conversation bienveillante entre deux personnes bienveillantes. Très bien. Voilà. Alors, Nordine, moi je suis content de commencer ça. Non, c'est vrai parce que c'est une histoire qui me fascine. Nordine, donc d'origine algérienne, Ah ouais, né et vécu à Alger. né et vécu à Alger, d'accord. Euh, Parle-nous du début. Alors voilà, ta naissance, ton environnement familial, comment ça commence? Bah écoute, ben, comme je viens de le dire, je suis né à Alger, Alger Centre. Euh, Rue d'Isly? Non, 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 un peu plus haut, d'accord. euh, un petit peu vers El Biar, D'accord. Elbia. Ah, un d'accord. chemin qui s'appelle le chemin des Glycines. D'accord. Très très proche du Palais du Peuple, Ok. si tu sais Ouais, où ouais, c'est. sympa. Ouais, donc vraiment, je dirais une enfance banale. D'accord. Ouais, ben, un petit peu à l'algérienne. J'ai fait les écoles algériennes. Tes parents sont déjà dans l'entrepreneuriat ou sont pas du tout? Oh, si on peut dire ça, mais mes parents sont médecins, les deux, D'accord. et ont, ont leur cabinet médical. Donc, du coup, il y avait un aspect entrepreneurial, disons, même Bien si sûr. c'était dans le médical. D'accord. Mais grosso modo, il n'y a pas en fait dans ma famille euh, des personnes qui ont créé des entreprises en fait. D'accord. Ouais. Ok. Donc, scolarité normale, école primaire, collège, Oui. élève brillant dès le début ou pas? Euh, je pense oui. Ouais, Ouais. quand même. Ouais, D'accord. ouais. Je pense que dès le début, ouais, j'étais. Tu sais très vite ce que tu veux faire ou tu te Pas contentes du juste tout. d'être un bon élève? Pas du tout. Ouais, je n'avais aucune idée en toute honnêteté. Ouais. D'accord. Donc, tu fais ton cursus, l'université à Alger aussi? Ouais, j'ai fait l'école polytechnique d'Alger. D'accord. Et Ouais. après? Et c'est là où je suis parti aux États-Unis ben, pour poursuivre plus d'études. Quand Euh, tu pars aux États-Unis, tu hmm. sais ce que tu veux? Tu as quelque chose en tête ou pas? En fait, quand je suis parti aux États-Unis, ben, c'était dans le but d'obtenir un doctorat pour devenir professeur d'université. Ah ouais. Donc, ouais, je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat. C'était même pas ouais, Tu dans vas mes à quelle projets. université? Je vais à l'université de Stanford en Californie. D'accord. Ouais, donc, Difficile d'y accéder ou pas? Quand tu viens oui, d'Algérie, c'est l'une des plus grandes universités ouais. au monde. Un taux d'acceptation de 2%. 2%. Ouais. Quels sont les critères de sélection? Bah, il faut que tu sois outstanding sur tous les aspects, un petit peu. D'accord. Ouais. Donc, quand on a dit bon élève, on était en dessous de la réalité, en fait. Disons que j'étais très bon, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, la majorité des étudiants algériens, quand ils veulent poursuivre des études, ils viennent en France. Bon, il y a l'aspect distance, langue,
Donc il y a plusieurs aspects qui aident à ce que l'étudiant algérien parte en France. Pour moi, sincèrement, ça m'intéressait pas. Donc je voulais avoir quelque chose de beaucoup plus important. Donc je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance et postuler pour les universités américaines. Et quand j'ai commencé un petit peu à chercher ce qu'il fallait faire pour postuler, ben, j'ai découvert que les universités américaines, généralement, ben, acceptent beaucoup d'étudiants étrangers, surtout en post-graduation. Non seulement ils acceptent, mais s'ils sont bons, ils leur donnent une bourse. Donc c'est l'université elle-même qui donne la bourse à l'étudiant. D'accord. Donc j'ai commencé à me préparer. Mon anglais était très mauvais en fait. Donc déjà, j'ai dû mettre à niveau mon anglais. Il y avait des tests à passer. Pas que. Tu mets ton anglais à niveau en Algérie? Ouais, ouais, en Algérie. D'accord, Ouais, donc je prenais des cours de soir et tout. d'accord, Et je me suis préparé tout seul à ces tests-là. d'accord. Ben, une fois, disons, mon dossier était complet, ben, j'ai postulé. Généralement, tu postules au mois de décembre et tu commences à recevoir les réponses au mois de mars. D'accord. Et mois de mars, je commence à recevoir des lettres des universités. Tu as postulé dans combien d'universités? J'ai postulé à une vingtaine. Tu as été accepté dans combien d'universités? Une Euh, vingtaine? Non, je peux. non, non, pas du tout. En fait, non, 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 j'étais rejeté par quelques universités. Je pense sur les vingtaines, une douzaine. Ouais. Accepté par une douzaine? Ouais, D'accord. ouais. Et la majorité m'avait accepté avec bourse. Avec bourse. Ouais. Les conditions idéales pour toi. Oui, c'était bien. D'accord. Donc tu pars, capacité d'adaptation, c'est un choc culturel quand même. Il y avait un choc les 6 premiers mois, c'est vrai, mais c'était beaucoup plus un choc, je dirais pas que c'était un choc culturel, en fait. C'était beaucoup plus un choc, du fait que, ben, les premières 21 années de ma vie, ben, je les ai passées, à la maison. Ouais. Donc c'était beaucoup plus quitter, La famille. la famille qu'autre chose. D'accord. Parce que de un, j'étais dans un environnement académique, qui était très sympa. Et avec des gens ben, très bienveillants, très intelligents et tout. Donc ça n'a jamais été un problème de s'adapter, D'accord. d'un côté. Et d'un autre côté, il faut dire que la culture américaine est très hospitalière. Donc c'est une culture en fait qui absorbe toutes les cultures et en fait une plus-value. Ouais. Donc cet aspect-là te permet vraiment de t'adapter d'une manière extrêmement rapide. Ouais. T'as senti une quelconque discrimination venant d'Algérie? Pas du tout, jamais. Jamais, hein. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, Ça fait du sincèrement, bien d'entendre ouais. ça. Hein. Ouais, Ah ouais, ouais, jamais. jamais. Ouais. C'est quoi comment expliquer ça? Quelle est la raison pour laquelle tu t'es dit les États-Unis plus que la France? Je pense que, je pense que j'ai toujours vécu dans un environnement où mes parents ont toujours poussé vers l'excellence et qu'il fallait toujours pousser les limites de ce qui était possible. Donc il y avait cet aspect ambitieux, ou ambition, disons, qui qui était toujours là, d'une manière subconsciente en fait. C'était une valeur, disons. Donc ça m'avait toujours poussé à ben, chercher à faire plus. Et ben, comme on dit un petit peu en religion, donc si on veut demander quelque chose à Dieu, ben faut demander le maximum. Donc Ouais, c'est un petit peu ça. ouais, Donc si on veut vraiment faire quelque chose, ben vaut mieux essayer bien sûr, d'atteindre la lune. bien sûr, bien sûr. Donc c'était un petit peu ça. C'était beaucoup plus que parce que c'était vraiment inculqué dans les valeurs que mes parents avaient transmis, Mhm. que c'était assez naturel de pousser les limites. Tu, tu as des frères et sœurs? Oui, donc je suis en fait le dernier de quatre enfants. Ah, Ouais, moi aussi. ouais. Et garçon, fille? Trois garçons et une fille. Ouais, D'accord, ouais. d'accord. Ils ont tous fait des études poussées. Oui, ouais. Mais c'est une famille parfaite, Donc, ça. donc sur les quatre, trois d'entre nous ont des doctorats. Normal. Ouais. Ma sœur est chirurgienne. Donc, elle a non seulement fait son parcours de médecin et de résidana, mais aussi de Ok. doctorat. D'accord. Et c'est bien, ça. Ouais.
La success story, elle est pas personnelle, elle est familiale, en fait. Oui, comme je l'ai dit, sincèrement, c'est beaucoup plus les parents qu'autre chose. Donc, Oui, c'est toujours les parents, de toute façon. déjà, ils étaient l'exemple, disons personnifié. Ouais, Donc, c'est en vrai. les voyant Ça déjà, fonctionne. euh, tu absorbes. Ouais. Et puis, ce qu'ils ont fait pour nous. Mes parents ont toujours été stricts avec nous. Ils n'ont jamais essayé de nous gâter ou autre. Je me rappelle, tous les jours, il fallait que je sorte très tôt le matin pour prendre le bus, pour aller à l'école ou à l'université. On n'a jamais eu, disons, de faveur. Et De pour eux, privilèges. ouais, pour eux, il fallait être comme les autres. Euh, il fallait apprendre comme les autres. Il fallait être dans la rue. Il fallait être à niveau avec tout le monde. Non, c'est bien. Ouais. Et tu es le seul de ta famille à s'être expatrié pour faire des études? Non, mon frère aîné l'a fait aussi. Même université? Non, non, ouais, ouais, ouais. Alors, il y a 10 ans de différence entre nous. Donc, lui, il était parti au Canada en premier lieu, D'accord. et puis aux États-Unis. Ouais. D'accord. Ouais. Et comment dirais-je? Donc, tu fais combien d'années à l'université aux États-Unis? Écoute, j'ai fait un master et un doctorat. D'accord. Master, ça m'avait pris 1 année et demie. D'accord. Et le doctorat, en principe, généralement, c'est entre 3, bon, ça dépend des gens, hein, jusqu'à 5 ans. Je l'ai fini en 3 ans. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai failli le deviner. Donc, Ouais. en gros, plus ou moins, donc tu finis tes études en un petit 5 ans. D'accord? Ouais, plus ou moins, ouais. Voilà. Tu fais quoi après ça? Là, je décide de travailler. Bon, il faut Aux dire, États-Unis. ouais, aux États-Unis. Ouais. Bon, Stanford, en fait, c'est le lieu de naissance de ce qu'on appelle la Silicon Valley, donc, Ouais. là où il y a la Ouais. tech. Donc, en fait, il y a eu une étude extraordinaire qui a été faite, je pense, en 2015 ou 2016, où ils ont essayé de retracer les entreprises qui ont été créées par des anciens étudiants de l'université. Et ils ont trouvé que, ça, c'était en 2015, hein. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait plus de 40 000 entreprises qui ont été créées par, Aux États-Unis. oui, D'accord. principalement aux États-Unis, qui ont été créées par d'anciens étudiants de l'université. Alors, écoute ça, qui ont créé plus de 6 millions d'emplois et qui génèrent 2,7 trilliards de dollars de revenus. Donc, imagine-toi, donc si c'était un pays, ça aurait été le 6e PIB du monde, C'est fou. plus important que celui de la France. C'est fou. Donc ça, c'est une seule Et université. ça, c'est en 2015. Ça, c'était en 2015. Et ça, c'est les Google, c'est les Nvidia, c'est les Cisco, c'est les Nike. Ouais, c'est fou. Donc, euh, donc, on parle de 2015. Leur capitalisation a dû Bien sûr. tripler depuis le Oui, oui. temps. Donc, ça dépasse aujourd'hui sûrement les 3 trilliards. Ça, c'est une étude intéressante, Ouais, ça. ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment le lieu de naissance de l'entrepreneuriat technologie. Et donc, du coup, c'était assez simple pour moi de basculer vers la tech. Donc, j'ai travaillé dans l'une des grosses boîtes tech de la Silicon Valley, qui était Intel. Intel, ouais. Ouais, donc, j'ai travaillé là-bas enfin, je suis resté 9 ans. D'accord. En tant que? J'ai commencé comme ingénieur-chercheur et je suis allé jusqu'à avoir un poste de directeur. D'accord. Ouais. Tu t'y plaisais ou tu savais que c'était temporaire? Oui, oui, D'accord. je pense. Donc à Mais ce je voulais moment-là, tu as déjà apprendre. une idée derrière la tête. Oui, bien sûr. En fait, ce que j'ai bien aimé par rapport à mon expérience à Intel, je faisais partie d'une division qui s'appelait Intel Labs, qui était, disons, la division recherche de l'entreprise, mais c'était recherche appliquée, dans le but de créer des produits et tout. Et ça fonctionnait un petit peu comme une start-up. En fait, ce qui se passait, c'est que tu avais un groupe d'employés qui pouvaient proposer de nouveaux projets et donc qui pitchaient en fait un petit peu au management. Et si le management était convaincu, il finançait ce projet-là.
Et si ce projet-là grandissait, il continuait à le financer jusqu'à ce que ça devienne en fait un produit. Bien sûr. Et ce produit-là commençait à être vendu ça pouvait même devenir une division complète. Donc là, moi, j'ai eu la chance de passer par tout ça. Donc ça m'avait permis de tout apprendre en fait. Ah, c'est ça. De commencer d'une idée jusqu'à ce que tu finalises un produit et tu commences à le vendre. Donc tu touches à tout. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que ça m'avait appris, quand on est à l'université, surtout quand on fait de la recherche, tu es, un petit peu tout seul. Donc c'est toi qui fais le travail ou peut-être tu le fais avec un autre étudiant Mm. dans un labo de recherche. Mm. Alors que dans un setting corporate, en fait, tu as les meilleurs de toutes les spécialités qui viennent ensemble et qui travaillent sur un aspect du projet. Et donc, du coup, tu peux imaginer Ouais. ouais, le résultat. Ouais, ouais. Donc, pouvoir travailler dans cet environnement-là, d'apprendre aussi, c'était quelque chose d'énorme. Super. Ouais. Au bout de 9 ans, tu décides de partir ou comment ça se Oui, passe? je décide de partir. Pour deux raisons, en fait. La première, c'est que j'étais ambitieux, donc je voulais euh, entreprendre, donc créer mon entreprise. Tu J'ai- savais déjà dans quel secteur? Oui, j'avais une idée. D'accord. C'était toujours la tech, bien sûr. Ouais. Euh, Ça d'un côté. D'un autre côté, en fait, il y avait un changement de leadership au niveau de l'entreprise et qui m'avait pas trop plu. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'ambition, il n'y avait pas assez de vision, et il n'y avait pas assez de prise de risque. Je me rappelle, j'étais en réunion avec euh, l'un des senior VPs, donc c'était le numéro 2 de l'entreprise. Et on parlait sur des aspects, ce qu'on pouvait faire et tout. Et, et la réponse était vraiment trop médiocre par rapport aux ambitions que j'avais, sincèrement. Et j'avais donné comme exemple, je me rappelle, Amazon. J'ai dit, pourquoi ne pas faire ce qu'Amazon a fait? Et la personne m'avait répondu, ah, c'est Amazon, ils ont Jeff Bezos. Donc, Déjà, ça part perdant déjà. ouais, Ouais. ça m'a, ouais, je me disais, si c'est vraiment le leadership qui dit ça Ouais. et qui n'a pas cette ambition-là, c'est pas ma place. D'accord. Ouais. Et tu pars pour faire quoi? Pour créer ma propre Tu entreprise. restes aux États-Unis? Ouais, ouais, on est toujours dans la Silicon Valley. Ouais. D'accord. Et tu montes une entreprise de quoi alors? C'était une entreprise tech qui développait des solutions de navigation indoor. Ok. Comme on le sait, le GPS ne marche que dans le outdoor, Ouais, ouais. À l'extérieur. ouais, donc à l'extérieur. Donc c'était important il n'y avait pas trop de solutions en fait qui étaient assez puissantes et assez capables de le faire à l'intérieur des espaces. Non seulement de le faire à l'intérieur des espaces, mais de le faire d'une manière très intelligente, qui non seulement consomme pas trop d'énergie, mais aussi des solutions très petites et euh, pas du tout chères. D'accord. Donc c'était ça un petit peu le projet. Donc on a développé et du hardware et du software dedans. D'accord. L'entreprise a pu lever beaucoup de fonds, de fonds d'investissement, enfin ce qu'on appelle les firmes de capital risque. De la Silicon Valley, donc les plus grandes. L'université de Stanford avait aussi investi dans l'entreprise. D'accord. Ça avait bien marché. On avait des opérations aux États-Unis, en Chine et au Singapour. Et puis, l'entreprise a été rachetée euh, 6 ans plus tard. Donc succès. Oui, je dirais oui. Ouais, ouais. C'était le but de développer une entreprise et de la vendre après ou alors Non, pas du tout. Non. Sincèrement, quand je commence quelque chose, je pense pas trop à ces choses-là. Ouais. C'est beaucoup plus créer la valeur et, et réussir quelque chose. Le rachat a été fait parce que c'était beaucoup plus, disons, comment dire, stratégique par rapport au progrès et de l'entreprise et de la technologie qui a été développée. Donc c'était beaucoup plus ça qu'autre chose, sincèrement. C'était la synergie qui a été créée euh, D'accord. avec le rachat qu'autre chose.
quand tu vends, cette entreprise, donc tu es toujours aux États-Unis? Bon, quand tu dis Enfin vends, bon, c'est pas moi qui vends en non, fait, mais quand je parce qu'à un certain moment, c'est plus mon entreprise. non, j'entends, mais c'est Ouais, toi qui es là, donc je te vois, ouais, je donc, ouais, heu, tu es toujours aux États-Unis? ouais, toujours dans la On est Silicon en quelle Valley. année? Là, c'était, on parle de 2016-2017. Ouais. 2016-2017. À ce moment-là, qu'est-ce que tu décides de faire? Bah écoute, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en parallèle, étant algérien, j'ai commencé à m'impliquer dans tout ce qui était entrepreneuriat high-tech, pas qu'en Algérie en fait, je dirais Afrique du Nord, D'accord. donc ça, Maroc, Tunisie, Égypte, et bien sûr l'Algérie. Euh, mais c'était vraiment d'une manière passive, dans le sens où je faisais beaucoup de mentorat. euh, D'accord. des fois même, quand j'aimais des équipes, je donnais un petit financement. Euh, mais en toute honnêteté, ce que j'ai vu très rapidement, en fait, les gens se plaignaient toujours du fait que le plus gros problème, disons, de l'entrepreneuriat high-tech dans la région était et la bureaucratie et le manque de financement. D'accord. Et bon, je dis pas que c'était pas des problèmes, mais sincèrement, quand je voyais ces entrepreneurs-là, bah, pour moi, le plus gros problème, c'était l'entrepreneur lui-même ou elle-même. Dans le sens où il y avait pas le mindset, donc l'état d'esprit, les bonnes pratiques, les valeurs qui permettaient ben, de, de créer quelque chose. Et tu le voyais, sincèrement, c'était très clair. Donc ça m'avait pris un peu de temps justement pour prendre cette décision-là et dire que voilà, donc peut-être qu'il fallait que je m'implique moi-même pour au moins essayer de créer ce modèle de champion local qui pourrait être émulé par d'autres. Et pour moi, ben, la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Et ben, c'était le but vraiment de créer quelque chose pour que les gens, bah, que ça soit en fait, ça devienne, disons, une école réelle où les gens pouvaient apprendre, disons, ce mindset-là, ces valeurs-là, pour créer leur propre entreprise et qui, j'espère, pourront réussir mieux que ce qu'on a créé jusqu'à aujourd'hui. Et on sera là pour les épauler. Donc, c'était ça vraiment le but de ma réflexion et la création du Donc tu SR. retournes en Algérie? Ouais, c'est ça. Donc tu c'est quoi durant tout ce cursus, je suppose que tu as le support de tes parents tout le temps, qui te supportent, je veux dire en termes de projet, que mentalement, qui sont avec toi. C'est quoi leur réaction quand tu leur dis que tu veux revenir en Algérie? Parce que tu es resté pas mal de temps aux États-Unis quand même. Ouais, tout le monde pensait que j'étais fou. Bon, c'était pas que mes parents, c'était tout le monde qui. Ouais. Ouais, donc ils sont satisfaits quand tu reviens? Ah, je sais pas, non, je sais pas sincèrement. Je pense il y avait une très grosse crainte je sais pas, de perdre ce qui a été déjà investi ou créé, je pense. Ouais. Alors que pour moi, non, au contraire, c'était un beau défi, un beau challenge. Ouais, Donc tu montes une société là-bas, c'est ça? De ouais, tech? ouais. On est déjà à Ça, c'est 2017. Ouais, 2017. ouais. Et après, continuons le cursus. Bah écoute, bon, généralement, quand tu crées une entreprise, tu as l'idée Ouais. et tu la développes. Mmh. Tu la développes en cherchant du financement. Bah, tu crées généralement ce qu'on appelle un MVP, donc Minimum Viable Product, donc un prototype qui te permet de te lancer et tu continues à construire dessus. Dans le cas d'Yassir, en fait, c'était dire que voilà, donc il fallait créer l'entreprise, justement, parce que, comme je te l'ai dit, c'était beaucoup plus par mission euh, que par ambition ou par l'idée en elle-même. Donc il n'y avait pas d'idée, en fait, qu'autre chose. Donc la décision, c'était de créer quelque chose, et puis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Donc Pas mal. c'était un petit peu. C'était au moins de faire déjà dans un premier temps. Ouais, donc c'était un petit peu, disons, inhabituel. Surtout pour moi. Donc, je fonctionnais jamais comme ça. Et là, bah, ça m'avait pris du temps un petit peu à, à trouver ce qu'il fallait faire. Et en fait, l'idée m'est venue d'une anecdote que j'avais. Donc, une fois, j'étais avec un bon ami à moi qui a une entreprise de jus de fruits.
Et on était ensemble dans son bureau et il y a une personne qui rentre. Et là, je commence à parler avec la personne là. Il s'est avéré que c'était une personne qui avait une entreprise de distribution de produits agroalimentaires. Euh, et le type n'a pratiquement pas fait d'études. Il a laissé tomber ses études en primaire. Mais il fallait voir l'entreprise qu'il a pu créer. Donc, il me parlait des process et ce qu'il faisait et tout. C'était vraiment impressionnant. Et là, il me parle aussi des transactions qui se font au quotidien. En fait, c'était des transactions en cash, 100% en cash. Donc, tu parles de l'équivalent de peut-être millions d'euros par jour et qui se faisait En cash. en cash. Jusqu'au point où ils mettaient le cash dans des sachets. Ils pesaient les sachets pour faire leurs transactions. Ah ouais. Ouais, donc ça se faisait comme ça. Et donc, en fait, ça m'avait mis la puce à l'oreille parce que pour moi, c'était une grosse opportunité. Si on arrive en fait à- à avoir accès à ce cash-là et à créer des services financiers, et, des services de paiement, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. D'accord. Et, et quand tu es dans l'entrepreneuriat, il faut toujours voir grand. Donc, il ne faut pas se limiter à un seul marché. Ça, c'était l'Algérie. Le premier truc que je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui était reproductible dans d'autres pays? Et quand tu regardes un petit peu l'Afrique comme continent, les statistiques étaient assez impressionnantes. Le PIB africain, enfin de tous les pays africains, c'est à peu près 3 trilliards de dollars, Ok. qui est posé en fait à être multiplié par 10 dans les 30 prochaines années. Waouh. Parce que la plus grosse croissance mondiale se trouvera en Afrique, même d'un point de vue population, là. D'accord. D'ici 2050, tu auras une croissance de 2,1 milliards de personnes. Sur ces 2,1 milliards, tu auras 80% en Afrique. Ouais, c'est marrant parce que les courbes s'inversent un peu. Parce qu'en Afrique, ça monte et puis l'Europe, Oui, oui. ça chute. L'Europe sera le seul continent qui aura une croissance négative. C'est ça. Ouais, Ah ouais. ouais. Ouais, c'est une population qui est en train de vieillir d'une manière assez dramatique aussi, il Ouais, ouais. faut le dire. Et c'est un vrai problème Ah ouais, économiquement. c'est extrêmement. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, il y a une année, la nouvelle première ministre italienne, Oui. ouais, elle disait que les Italiens doivent commencer à faire des bébés. Ouais. Ouais, Ouais, je me souviens. ouais. Mais les gens riaient, mais c'est un réel problème. C'est un gros problème. Ouais. Vraiment, c'est un très gros problème. Ouais, Ouais. ça. Donc du coup, ouais, quand tu vois un petit peu les statistiques de l'Afrique, comme je l'ai dit, un PIB à peu près à 3 trilliards de dollars. Plus de 72% du PIB, c'est dans le marché informel en utilisant le cash. Et même quand tu vois un petit peu les dépenses du consommateur, ça a été estimé en 2019 à 1,6 trilliard de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près à 2,5 trilliards, euh, qui va être triplé d'ici la fin de la décennie. Et la majorité, c'est en cash. Non seulement en cash, mais généralement dans les petites boutiques, dans les Ah petits ouais. magasins. Ouais. Et, et quand tu vois la vraie raison pour laquelle le cash est roi, c'est pas le manque du système bancaire. En fait, le système bancaire est là. C'est que les gens ne lui font pas confiance. Et la vraie raison, en fait, c'est l'évasion fiscale. Les gens veulent garder le cash parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Euh, donc, D'accord. ouais. Donc, du coup, bah, d'où le type qui utilisait les sachets pour Ouais, faire, c'est le parfait exemple. ouais, pour Mais, faire cette transaction. Ouais, mais toi, du coup, en fait, t'essayes de monter un business plan qui va à l'encontre des habitudes, en fait. ouais. Ouais. C'est ça. C'est changer les mentalités, en Ouais, fait. ouais, c'est là où tu disruptes les choses. Ouais, C'est le challenge. ouais. Et tu penses que c'est à court, moyen terme faisable ou alors On l'a fait à un certain Non, niveau non, mais jusqu'à si on aujourd'hui. élargit, je veux dire, si on, Oui, si on élargit le spectre oui, totalement, totalement. Moi, j'y crois à 1000%. dans tous les secteurs, c'est-à-dire Ouais, que tu penses qu'en Afrique, il est possible que la personne qui va à la petite boutique, qui fait son petit truc, finit le cash. Tu penses ouais, que c'est faisable? ouais, ça a été déjà créé dans pas mal de pays. D'accord. Ouais. Par exemple, quand tu prends le Kenya, tu as une plateforme qui s'appelle M-Pesa.
qui fait que ça. Et ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne très bien. Donc les gens adhèrent, en fait, c'est pas un problème de mentalité, c'est un problème de solution. Oui, exactement. D'accord. Ouais. Faut toujours. euh, les gens disent on a beaucoup de problèmes. En fait, les problèmes, c'est une opportunité de De faire quelque solution. chose. Ouais, 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 c'est ouais. vrai ça. Ça, Donc, moi, je dirais, bah, c'est une bonne chose qu'on a beaucoup de problèmes. Ça veut dire qu'on peut résoudre pas mal de choses. c'est propice à trouver des solutions. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Donc, mais là, la question qui se posait, c'est que, ben, comment faire? Donc, comment avoir accès à ce cache-là? Et donc, quand tu vois un petit peu les statistiques, bon, principalement l'Afrique du Nord, ben, bon, tu as dans tous les pays, surtout les pays qui ont été colonisés par la France, tu as toujours un organisme qui s'appelle l'Office des statistiques nationales. Et ces bureaux-là, généralement, font des études sur plusieurs aspects. C'est eux qui font le recensement, c'est eux qui font les recherches sur tout ce qui est consommation et tout. Ce qui était intéressant quand on voyait un petit peu ces études-là, c'est que quand tu vois les dépenses ménagères, plus de 80% des dépenses étaient dans le transport et dans la bouffe. Bon, la bouffe, c'est quelque chose en fait de assez intuitif parce que la famille moyenne en Afrique du Nord est de 5,6 personnes. Donc Waouh. tu as beaucoup plus de bouches à nourrir. Ouais. Le transport, tu as des grandes villes ben, comme Alger, Casablanca, Tunis, Le Caire, de grandes villes, et pratiquement pas de transport public. Dans tous les cas. Oh, c'est infernal. Ben, tu vas à Alger, tu vas au Caire, tu vas à Casa, ben, c'est très difficile je sais pas, d'aller d'un point A à un point B avec le D'accord. transport public. Hein. Ok. Ouais, donc c'est très difficile. Et du coup, on parle de 2017, donc il y avait quand même une présence technologique dans ces domaines-là hein, qui commençait à vraiment à changer le monde, surtout aux États-Unis. Donc tu avais des solutions comme Uber qui existaient déjà dans tout ce qui était transport, donc ce qu'on appelle le ride-hailing. Tu avais les plateformes de livraison de repas comme DoorDash, Uber Mhm. Eats et autres. Et dans la région, surtout Maghreb, solutions-là n'existaient pas. Donc on s'est dit pourquoi ne pas les utiliser. Ils Uber, ça a été un modèle pour toi par rapport à ton business plan, tout ça, ou pas du tout? Un aspect. Alors, pour nous, c'était juste une pièce du puzzle. D'accord. Enfin, je parle du ride-hailing. Ouais, ouais. Parce que, comme je te l'ai dit, le but final, c'est d'avoir accès au cash. Ouais, Donc pour nous, c'était juste un moyen d'arriver au cash. C'était pas disons, de développer ou de copier la même chose. d'accord. Donc c'était juste une pièce du puzzle pour aller justement faire vers les services de paiement. D'accord. Donc c'était ça. Donc on s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce qu'on appelle là les services à la demande, hein, qui satisfont des besoins assez importants et immédiats. Et bien sûr, si on arrive à bien exécuter, on aura une base d'utilisateurs extrêmement importante Hmm. qui nous donnera accès à ce cash-là, parce que c'est là où les gens dépensent leur argent, donc dans la bouffe et dans le transport. En même temps, on est en train de créer la confiance d'une manière subconsciente. Et là, vraiment, la confiance, c'est clé. Parce que, C'est clé, ouais, complètement. donc, et quand tu vois un petit peu les services à la demande, le fait que, surtout dans une société où le cash est roi, donc le fait que tu commandes, tu utilises ton téléphone pour appeler une personne à venir te chercher, ben, dans ton subconscient, tu lui fais confiance. Exact. La même chose, tu vas le payer en cash. L'autre type aussi, il va venir vers toi, il ne sait même pas s'il va être payé ou pas, parce que c'est du cash. Et donc il va faire l'effort, il vient vers toi et tu lui donnes le cash. Donc, Mhm. que ça soit sur le transport ou sur la livraison. Bien sûr. Donc imagine-toi, moi je suis livreur, je vais rapporter la bouffe d'un resto ou je sais pas d'un supermarché. Donc il y a un coût qui est derrière. Et je vais faire confiance que tu seras là-bas justement pour me recevoir et me donner l'argent en cash. C'est ça. Ouais, et vice-versa. C'est ça. Donc on a pu créer en fait cette confiance-là d'une manière subconsciente. On a pu grandir d'une manière assez importante. On a mis en place plusieurs services, hein, que ce soit sur le transport, la livraison de repas, la livraison des courses ménagères. La croissance de Yassir, elle s'est fait plutôt rapidement. Oui, d'une manière assez exponentielle. Ouais. Oui. Et une fois qu'on est créé, qu'on ait pu créer cet écosystème-là, c'était là où c'était pertinent de commencer à mettre en place les services de paiement. Et ce qui est pas mal par rapport au service de la demande,
enfin, à la demande, c'est ce qu'on appelle en anglais multi-sided marketplaces. Donc, en Ok. fait, tu as plusieurs parties prenantes. Les gens regardent que le consommateur. Il y a beaucoup plus en fait derrière. Donc, tu as ce qu'on appelle le supply, donc l'offre. Donc, c'est les chauffeurs et les livreurs qui travaillent sur notre plateforme. On en a plus de 150 000 aujourd'hui. Cent Euh, cinquante mille chauffeurs et livreurs. en Algérie? Non, non, dans, En dans les général. pays, nos marchés principaux, c'est les pays du Maghreb, D'accord. enfin Algérie, Maroc, Tunisie. On n'est pas en Libye ou en Mauritanie. On a commencé des opérations cette année en Afrique du Sud et au Sénégal. D'accord. Mais les plus gros marchés, ça reste les marchés C'est reçu pays du comment en Maghreb. Afrique du Sud et au Sénégal? Bien, Bien. assez bien. Ouais, Ouais. 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 Ah, c'est bien. On va revenir sur ça. On a des questions récurrentes Mm, ici, Nordine, ouais. que je pose à chaque fois, Mhm, à chaque invité. Est-ce que dans ton parcours personnel ou professionnel, mhm. tu as été confronté à un manque de respect, je le En trouve tant pas très qu'individu, à cause de quoi? bah, la Ouais. cause, c'est toi qui la connais. Est-ce que tu as déjà, tiens, là, vraiment l'impression, alors ça peut être dans la cellule professionnelle ou Mhm. personnelle, mais t'as vraiment senti un manque de respect flagrant. Euh, aux États-Unis, jamais, euh, en toute honnêteté. Euh, surtout dans la région où j'ai vécu. Parce que euh, déjà, c'est une région où vraiment c'est ce qu'on appelle une méritocratie. Donc vraiment, Ça, ouais. donc c'est vraiment ce que tu vaux euh, qui va te définir, disons, vis-à-vis des autres. Ça, Sans aucun préjugé, sans ouais, aucun. pas du tout. Et c'est en fait une région où tu as quand même disons, une diversité ethnique extrêmement importante. Parce que ça attire, Le monde disons, entier, les meilleurs du monde entier. c'est ça. Et donc, du coup, tu retrouves, bien sûr, des Américains, mais je pourrais dire que peut-être des personnes de tous les pays du monde. Ouais, Et c'est généralement la crème de la crème. c'est ça. Donc, même, en fait, et j'ai eu la chance de travailler avec des gens, par exemple, qui venaient d'Europe, même de France, et qui ont complètement changé leur mentalité du fait qu'ils aient vu, qu'ils aient pu voir cet environnement-là. Ouais. Et qu'ils reconnaissaient un petit peu les discriminations qui existaient, par exemple, en Europe et en France vis-à-vis des étrangers, même s'ils étaient, disons, méritants Ouais, ouais, ça. ouais. Donc Donc, aux États-Unis, t'as jamais senti non, ça. sincèrement, jamais. Mais et dans ta vie en général? Paradoxalement, je l'ai eu une fois en France. Ah bon? C'est quoi cette histoire? En fait, c'était assez marrant. En fait, je pense, et c'était un petit peu avec le projet Yassir. Il y avait une personne euh, euh, qui, euh, qui a commencé à me parler. C'était, disons, un potentiel projet de partenariat et qui me regardait de haut, principalement parce que j'étais algérien. Bon, T'as ça, senti, t'as senti que c'était pour ça, pour rien d'autre. oui, parce que quand même, sincèrement, je suis pas du tout prétentieux. Euh, Je confirme. mais j'ai quand même un bagage assez intéressant. Et, et le type était condescendant. Euh, bon, j'ai pas trop. C'est quand Ça, même, c'est quand même marrant euh, que bon, t'as fait un peu le monde entier. mhm, Le seul endroit où tu t'es senti un peu respecté, je sais mhm, pas si ça se dit, mais je le dis. mhm, Je crois que j'ai trouvé le mot. mhm. Irrespecté. C'est en France, Ouais, malheureusement. Ouais, malheureusement. ouais, ouais. Bon. Mais je pense que c'était juste un cas parmi d'autres. Il n'y a pas mort d'homme, non, il n'y a Ouais, pas mort d'homme, mais ouais, bon, l'anecdote, elle est plutôt sympa. ouais. Donc, tu nous parlais d'Yassir qui était principalement sur le Maghreb. Là, on est sur les trois pays du Maghreb, c'est ça? Ouais, Récemment, Afrique du Sud et Sénégal. ouais. C'est quoi les perspectives d'évolution, de croissance pour Yassir, pour toi?
Bah écoute, pour nous, on voudrait devenir l'une des plus grandes entreprises tech d'un point de vue capitalisation et d'un point de vue revenu. Aussi simple que ça. Mais tu vas aller outre le continent africain ou tu vas te... Ben, déjà, on a des opérations ici en France. On vient de racheter l'une des entreprises de livraison de courses ménagères. Enfin, on a repris que les activités en France. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Flink. Ah, là, moi, en France, je Euh, connais pas euh, grand-chose. Oui, ils connaissent. ouais, donc, on vient de la racheter il y a quelques mois. Pour nous, notre but, c'est principalement, disons, ce qu'on appelle la région MEA, donc Moyen-Orient et Afrique. Euh, il y a il y a un aspect Europe, mais avec un angle assez précis, hein, qui en fait euh, regroupe ou est en synergie avec ce qu'on est en train de faire dans la région MEA. Voilà, D'accord. voilà. Donc, pour toi, Yassir, c'est, on est toujours dans le même truc. Tu fais pas les choses pour les vendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est du long terme avec un but bien précis. Oui, bien sûr. Et comme je te l'ai dit, hein, sincèrement, Yassir, c'est une mission. Pour moi, c'est pas une entreprise. C'est vraiment dans le but de créer cette Enfin, plus-value une dans mission le. qui passe par l'entrepreneuriat. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, Mais c'est exceptionnel. ouais, ouais, C'est que ouais. en plus, ça crée de l'emploi, je suppose. Ouais, ouais. Bon, pour te dire, pour te donner quelques chiffres, bon, déjà, les emplois directs qu'on a pu créer, on parle des 3000 personnes. Euh, et emplois indirects, on a créé pratiquement 200 000 emplois, Énorme. depuis 2017, fin 2017. Ouais, Ouais. énorme. Tu nous parlais de, parce que on aime Mm. bien se centrer sur l'individu. Tu nous parlais de tes parents, Mhm, du côté un peu strict qu'ils avaient sur mhm, les études mhm, et ça a fonctionné. mhm. J'ai cru comprendre que tu avais des enfants. Est-ce que tu es le même papa avec tes enfants ou ça... Ouais, j'essaie de le faire, c'est pas facile. Parce que c'est une autre époque, hein. Ouais, ouais, C'est d'autres codes, c'est d'autres... voilà. ouais. Est-ce que tu reproduis ce que tu as vécu toi en tant qu'enfant? Ou alors tu sens fondamentalement que tu es plus smooth, quoi. Écoute, sincèrement, mes parents, sur, sur les valeurs qu'ils voulaient inculquer, ils étaient stricts. Mais sur d'autres aspects, surtout ben, tout ce qui était lié aux études, au développement personnel et tout, ils mettaient tout. Euh, Ils lésignaient jamais, en toute honnêteté. Par exemple, ben, quand je voulais postuler aux États-Unis, quand je voulais le faire, j'avais 19 ans. Ouais. Donc, t'imagines, quand on a 19 ans, on pense qu'on est grand. Mais là, quand je vois ma fille, elle a 17 ans, ouais, on est toujours gosse. Exactement. Et donc, le fait qu'ils ont cru en moi, alors que j'étais gosse, c'était ça un petit peu mon ambition. Ils ont investi dans cette ambition-là, dans cette idée-là, alors que j'avais 19 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tu leur as aussi peut-être prouvé sur ton parcours passé, avant tes 19 ans, que peut-être, c'était un pari. peut-être que oui, mais ils m'avaient cru, en fait, C'est ça. d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, et ça, c'est tout à leur honneur, en Je toute confirme, honnêteté. bien sûr. Et toi, comment tu es avec tes enfants? Je suis un petit peu pareil. Bon, sur des aspects, ben, je suis très strict, hein. Sur d'autres aspects, ben, c'est le papa poule qui. Et ils sont brillants dans leurs études? Ça va, ça va. Ouais. Ça va chez toi, Écou- ça veut dire ça va euh, très bien. écoute, écoute, sincèrement, ce que j'aime beaucoup par rapport au système éducatif américain, Ah, ils sont aux États-Unis. ouais, ils sont toujours aux États-Unis, c'est que euh, en Algérie, on suit le système français. Et le système français, euh, c'est que les meilleurs qui accèdent à un certain niveau. Aux États-Unis, euh, c'est- ils ont un système où ils poussent le médiocre à réussir, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Pour eux, c'est ça l'excellence. Il faut qu'il y ait une réussite complète. Donc, par exemple, moi, si je suis médiocre en maths,
ben, on va m'aider à réussir en maths. Sous Donc, quelle forme? Comment ils vont faire? ils ont ce qu'on appelle une éducation personnalisée. Donc déjà dans la classe, ils vont... peut-être que je suis très bon en sciences, mais mauvais en maths. Donc ils vont me donner tout le support en maths Automatiquement. pour que j'aille plus loin et que je sois au moins à niveau, si ce n'est devenir excellent en maths. Et c'est ça ce qui fait la force. Donc du coup, c'est tout le monde qui réussit. D'accord. Système éducatif français, malheureusement, qui a été repris aussi par toutes les anciennes colonies françaises, c'est que si tu réussis pas, tu es foutu. Tu n'accèdes pas, tu n'as pas d'opportunité, tu n'as pas de... Alors que, sincèrement, des fois, tu as des gens brillants, pour une raison ou une autre. Ça pourrait être des fois des raisons personnelles, je sais pas, des parents divorcés, ou tu viens d'une famille qui ne se permet pas économiquement de te donner disons des possibilités d'aller de l'avant, ou je sais pas. Donc, ceux-là, par défaut, malheureusement, sont coupables un petit peu de leur environnement et qui pourront jamais réussir. Ouais. Là, tu n'as pas ça aux États-Unis. Alors, tu as vraiment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu as une éducation qui est personnalisée et qui te pousse en fait à réussir. Et c'est tout le monde qui... ouais. Et inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, tu transmets cette fibre d'entrepreneuriat à tes enfants, ou alors ils ont une direction complètement différente? Écoute, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer une entreprise. L'entrepreneuriat, c'est une personne qui défie le statu quo, donc qui va pousser les limites de ce qui est possible. Tu peux être, par exemple, un enseignant et tu peux avoir l'esprit entrepreneurial, dans le sens où, par exemple, un enseignant qui développe de nouveaux outils éducatifs, pour moi, c'est un entrepreneur. Un chercheur qui trouve un nouveau projet et qui travaille dessus, il est en train de pousser les limites, c'est un entrepreneur. Une maman qui éduque ses enfants et qui leur permet de réussir, oui, si on élargit, ouais. on peut toujours élargir. Ouais. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un état d'esprit d'une personne qui pousse les limites de ce qui est possible. D'accord. Mais la finalité de l'entrepreneuriat, c'est la création de quelque chose aussi. Oui, la création de quelque chose peut être dans plusieurs domaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont cette fibre, tes enfants, ou pas? Je l'espère. Déjà, j'espère à travers mon exemple. C'est ça. Mais comme je l'ai dit aussi, on est dans la région de la Silicon Valley qui est le berceau de l'entrepreneuriat tech. Et en fait, il y a un programme on habite dans une ville qui s'appelle Palo Alto, qui est un petit peu la capitale de la Silicon Valley. Et ils ont un très beau programme qui commence du préscolaire jusqu'au lycée, qui coûte $0. C'est pas vrai. Et ce programme-là, c'est les 6 derniers mois de l'année académique. Ils vont mettre en binôme l'élève avec une personne de la ville qui a réussi dans sa vie. Ça dépend du domaine. Ça peut être, je sais pas, un CEO d'une entreprise ou un artiste. Ça dépendra, disons, de l'intérêt de l'élève. Et donc, ils vont les mettre ensemble et ils vont travailler sur un projet sur les 6 derniers mois de l'année académique. Bon, ça dépend bien sûr de l'âge de l'élève. Un élève qui est au lycée, c'est pas la même chose qu'un élève qui est en préscolaire. Mais ils vont développer quelque chose ensemble, un projet. Et à la fin de ce projet-là, ce qu'ils vont faire, c'est que ces élèves-là vont présenter leur projet au niveau du musée de Palo Alto. Et c'est les habitants de la ville qui viennent non seulement les célébrer, mais les écouter et tout. Et imagine-toi, c'est un programme qui est très simple et qui coûte $0. Mais qu'est-ce qu'il va inculquer? Premièrement, déjà, moi, autant qu'élève, je vais être avec une personne qui a réussi dans sa vie. Donc, inconsciemment, je vais me dire, si cette personne a réussi, et généralement, tu vas voir, les gens sont simples.
Même s'ils ont réussi, ils sont très simples. Donc déjà, le fait de voir cette personne réussir, inconsciemment, l'élève va se dire, ah, si cette personne a réussi, je pourrais réussir aussi. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'ils vont travailler toujours sur quelque chose de nouveau. Donc ça va inculquer la créativité et la génération des idées d'une manière subconsciente, ce qui est énorme. Troisième point, c'est que tu vas présenter devant un parterre alors que t'es gosse. Donc ça va t'inculquer la confiance en soi, la communication. Donc ça va devenir des valeurs sociales. Et le dernier point, en fait, c'est l'impact de la communauté aussi. C'est tous les habitants de la ville. C'est pas que ceux qui ont leurs enfants dans ces écoles-là qui viennent. C'est tout le monde qui vient. Je me rappelle, il y a des vieux qui viennent, qui n'ont aucune relation avec les élèves, qui viennent et qui célèbrent ces enfants-là. Donc il y a cet aspect communauté qui crée que il y a un cercle vertueux qui est dedans. Donc imagine-toi cet élève-là, quand il va finir ses études, ce qu'il pourra transmettre. Complètement. C'est énorme. Ouais, complètement. Ouais. C'est bien que tu nous parles de ça parce que c'est... C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Même en Europe, il faut le dire. En Europe, ouais, c'est ce qui nous manquait. Et je crois que le système scolaire qu'on a aujourd'hui, il est, comment dirais-je, obsolète. J'allais dire archaïque, mais on est dans le même. Il n'a pas su s'adapter aux mutations de l'époque et des gens. Bon, il y a une capacité d'adaptation à avoir, et je trouve qu'aux États-Unis, ils sont très réactifs sur ça, très réactifs sur les modèles à suivre. Mais c'est bien parce qu'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, et c'est bien de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Tu vois. Je te parlais de questions récurrentes. Je vais t'en poser une deuxième qu'on pose à tout le monde. Quel est ton lien à la spiritualité et au divin ? Écoute, je suis religieux. Je viens d'une famille, je pense, religieuse. Je pense que donc l'aspect religion était quelque chose de... Quand tu dis je suis religieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu crois en Dieu ? Oui, bien sûr, je crois en Dieu. Je fais mes prières. Je jeûne et tout. D'accord. Ça, c'est un aspect extrêmement important. D'accord. Donc c'est quelque chose, ta relation au divin, ça a un impact sur ton quotidien en général. Oui. Ta relation avec les gens, ton travail. Oui, bien sûr. D'accord. Et, je suis musulman de religion, et tu sais, quand tu vois un petit peu notre religion, c'est des choses simples. Et le premier aspect de notre religion, c'est en fait d'avoir un caractère moral sur tout ce qu'on fait dans la vie. Mm-hmm. En fait, quand tu regardes pas mal de versets du Coran, on parle toujours des droits de Dieu, donc l'unicité divine et tout. Et après cela, les parents. Après les parents, c'est comment tu interagis avec les gens. Et après ça, tu as la prière et le jeûne. Ouais. Donc ça va avant, en fait, la prière et le jeûne. L'importance du comportement dans la religion est fondamentale. Ouais. Donc c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose qui t'a été inculqué par tes parents ? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc je suppose que tu fais la même chose avec tes enfants ? Oui, bien sûr. D'accord. Non, c'est bien. C'est une question, pour être honnête avec toi, quand les gens répondent à cette question, c'est pas compliqué de répondre, mais c'est une longue réponse. Dans quel sens ? Ce que je vais dire sur toi va te faire comprendre les choses. C'est qu'en fait, ta réponse a été tellement simple, courte et claire que... En fait, c'est pas ça. Je pense que ta réponse montre le rapport au divin que tu as, qui est clair, net, précis, tu sais où t'en es. Je pense que beaucoup de gens, tu vois, ce rapport entre la spiritualité et le divin, c'est pas clair pour tout le monde. Et moi, j'aime bien voir un peu comment ça se passe chez les gens. Mais ta réponse était très claire, donc tu es en accord avec toi-même, il n'y a aucun souci. Tu es fan de sport un peu ? Oui. Un sport en particulier ? Comme tout le monde, le football est le numéro 1. Comme tout Algérien, après comme tout le monde. Et le football, tu supportes une équipe en particulier ou pas ? Ouf, là tu me poses un piège là.
Écoute, j'aime beaucoup les équipes européennes en général. Oh, il est fort. Hein. Il est très, très fort. Parce que je me suis dit, comment il va s'en sortir? Très, très... Vas-y, je te laisse continuer parce que tu as pris la bonne route, là. Vas-y. Bah écoute, sincèrement, je suis beaucoup plus, disons, dans l'appréciation du jeu en lui-même. Magnifique, continue. C'est une masterclass, là. Que dire que voilà, je suis pour une équipe ou une autre. Oh, super. Bon, plus récemment, comme tu sais... On va y arriver, on va y arriver. Ouais, j'ai... pour des aspects, disons, professionnels qui sont en train de devenir personnels, une certaine disons... On va y venir, ça. On va, préférence vers une certaine équipe. Ouais. On va y venir. Ouais. Et en Algérie, tu étais supporter d'une équipe ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Ben, étant d'Alger, c'était le Mouloudia. Mouloudia. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, on va lever le mystère. Récemment, il s'avère que tu es l'un des partenaires du PSG. Pas moi. C'est l'entreprise qui je ne parle pas l'entreprise, Nordine. Ouais, moi, j'aime personnaliser l'entretien. Et c'est vrai que je sais, bien sûr, c'est l'entreprise, mais bon, comme je te parle à toi. Donc, partenaire du PSG. Oui. Et si j'ai bien compris, tu n'as pas démarché le PSG, ils sont venus te chercher. Oui, c'est eux qui sont venus vers nous. Oui. Tu peux nous raconter un peu parce que c'est quelque chose de... Enfin, je sais pas... Je suis sûr que tu réalises, mais c'est quand même quelque chose de... Ben, c'était l'année dernière, on avait fait la dernière levée de fonds qu'on avait faite, c'était l'été dernier. On avait levé 150 millions de dollars, justement pour la croissance de l'entreprise. Nos investisseurs, principalement, c'est des firmes de capital risque de la Silicon Valley. Okay. Bon, ça a été fait du fait que j'avais déjà mon réseau là-bas. D'accord. Donc ça permet de... ça aide. C'est un autre point qui est important, il faut toujours... essayer d'avoir un réseau et de toujours l'élargir, parce que ça te permet vraiment de... Ça t'ouvre beaucoup de portes. Et donc, du coup, je pense que c'est tous les clubs de football, pas que de football, hein, donc tous les clubs sportifs cherchent des partenaires. Et donc, du coup, je pense que l'équipe, disons, sponsoring ou disons, partnership du PSG a fait ses études et elle a généralement une liste d'entreprises qui pourraient potentiellement être partenaires. Okay. Et donc, ils vont vers eux et proposent certains partenariats. Donc ça... Tu as été étonné de l'approche ou pas du tout, toi? Pas du tout, non. C'est pas que le PSG qui nous sont approchés. Hein. Il y a pas mal d'équipes européennes qui l'ont fait. Donc, tu as un partenariat avec plusieurs équipes. Ah, d'accord. Plusieurs équipes nous sont venues. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le PSG? Que vous avez choisi le PSG? Une combinaison d'aspects professionnels, donc sur l'impact. Bon, déjà, la marque PSG, elle est mondiale aujourd'hui. Elle est forte, ouais. Elle est extrêmement forte. Donc avec, d'un point de vue classement, c'est le 7e club au monde. Ça d'un côté. D'un autre côté, l'année dernière, quand on parle de l'année dernière, donc les plus gros joueurs du monde étaient au PSG. Donc ça, c'était extrêmement important. D'accord. Et puis, il y a l'aspect aussi marché où on opère aujourd'hui. Donc il y a une certaine proximité, il y a une certaine... comment dire quel est le mot identification, je sais pas si ce mot-là existe. Ouais. Par rapport à cette marque-là. Parce qu'à la fin, on est en un business, donc on veut utiliser ce partenariat-là justement pour créer une plus-value pour ce business-là. Et donc avoir cette relation-là peut donner un grand boost à l'entreprise en elle-même. Donc c'est beaucoup plus par rapport à ce choix-là. Sans rentrer dans les détails, mais c'est un partenariat de longue durée ou... Il est de 3 ans. D'accord. Ouais. D'accord. Renouvelable, bien sûr. Bon, donc c'est une bonne chose pour toi. Oui, bien sûr. Enfin, pas pour moi, pour l'entreprise. T'abuses. Ce que j'aime, c'est le souci de rester toujours politiquement correct. Et non, mais c'est vrai. Très corporate. Non, mais écoute,
je suis le fondateur de l'entreprise, hein, je suis le CEO de l'entreprise, mais c'est plus mon entreprise. Pourquoi On c'est plus a, ton entreprise? parce que tu as des investisseurs, euh, tu as un conseil d'administration, tu as une gouvernance euh, qui fait que aujourd'hui, je suis employé de l'entreprise. Si demain, le conseil d'administration décide de me virer, je suis viré. D'accord. Ouais, donc, bon, il y a une certaine gouvernance, ce qui est normal. C'est- Il y a une Écoute, une fois qu'on crée une entreprise, euh, cette entreprise-là a des droits qui dépassent les personnes, Je suis même d'accord. les fondateurs. Ouais. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Donc, demain, si je suis mauvais dans mon travail, il faut que je sois responsable par rapport à cette médiocrité-là. Ouais. Donc, je peux pas dire parce que je suis fondateur que j'ai toute carte blanche à faire ce que je veux. Non, non, non. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Mais tu me comprends aussi quand je te Ouais. dis. Mais tu as raison, c'est Ouais. bien de le préciser. Ouais. Ouais, ouais, c'est bien de le Ouais. préciser. Donc ça, c'est extrêmement important. Autre point que je voulais dire, ce qui est pour moi extrêmement important, c'est que tu as 20% d'entreprise qui est détenue par, euh, par les collaborateurs, Qu'est-ce que tu entends par collaborateur? les employés de l'entreprise. Par les employés. Ouais, Ah ouais? ouais, parce que bon, c'est le système américain, Oui. c'est le système ce Tu qu'on appelle. intéresses. Ouais. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement normal parce que toute personne qui participe à une réussite de quelque chose doit avoir une partie de cette réussite-là. C'est extrêmement important. Euh, et donc, la personne fait l'effort. Et pour moi, c'est pas une faveur que je donne. En fait, c'est leur droit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est extrêmement C'est un important. droit qui est pas toujours respecté, Nordine. Exactement. Il C'est faut vrai le ce que tu respecter. dis. Puis c'est du bon sens. Bon, aux États-Unis, ça se fait souvent. Ouais. Et je crois que c'est le meilleur moyen aussi de concerner tes Oui, employés. ouais, ouais, bien sûr. C'est Et un incentive assez important. exactement. Ouais. Mais bon, tu le sais mieux que moi. Ça Ouais. se fait pas tout le temps. Ouais, Encore moins en Europe. ouais, ouais, je sais, je sais. Non, mais écoute, déjà, tu regardes le tout. Donc, la personne le mérite. Donc, c'est son droit, elle l'a. Mais ça va motiver la personne aussi à mettre plus, à tripler, quadrupler l'effort. Donc, la réussite sur l'entreprise en elle-même, enfin, la répercussion sur l'entreprise est énorme, d'une manière positive, bien sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, tu crées la richesse dans la société. Cette personne-là qui va se faire de l'argent à travers cette réussite-là, ben, va investir dans d'autres choses, qui va créer plus de richesse. Ouais, Et donc, l'effet est infini. mais bah, c'est tout à ton honneur. C'est Mm. tout à l'honneur de la société. J'apprends Mm. vite. Non, 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 c'est très bien. Moi, je sais que ça, ça, ça peut résoudre énormément de problèmes euh, dans le fonctionnement d'une société parce que concerner les gens, Ah, c'est obtenir le meilleur d'eux-mêmes. écoute, aujourd'hui, sincèrement, les pays sous-développés, en général, et on le voit malheureusement aussi aujourd'hui en Europe, on a le plus gros problème, c'est pas un problème, disons, de richesse ou d'argent. C'est un problème de valeur. Euh, euh, D'un point de vue, en fait, anthropologique, quand on définit une culture dans une société, c'est vraiment une définition extrêmement simple, mais tellement profonde. Euh, une culture dans une société, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs qu'une personne va trouver dès sa naissance et qui va l'utiliser comme capital principal et qui va en fait décider d'une manière subconsciente, en, à- disons, l'implication de cette personne-là dans l'environnement où elle vit. Ouais. Euh, et donc imagine, donc si tu as une base de valeurs qui est saine, imagine-toi l'impact que cette personne pourra avoir dans sa communauté, dans sa société ou dans son D'accord. pays. Un petit peu ce qu'on disait un petit peu par rapport au programme euh, scolaire Scolaire. dans la ville de Palo Alto. Et quand tu as en fait un système de valeurs qui est sain, euh, ce qui est marrant en fait, je suis ingénieur de formation. Et la base de toute formation d'ingénieur, c'est la physique.
Et en physique, tu as un principe qui est dérivé de la deuxième loi de la thermodynamique. C'est le principe de l'équilibre et qui stipule que toute entité n'est en équilibre que lorsqu'elle atteint un niveau minimal d'énergie. Et moi, sincèrement, je suis convaincu que ce principe-là s'applique aux communautés, aux sociétés, aux nations. Et c'est quoi une communauté ou une société ou une nation ou une entreprise qui est en équilibre? C'est là où, avec un minimum d'effort, tu crées un grand impact. Et vice-versa. Euh, une société, une communauté, une nation, une entreprise qui n'est pas en équilibre, tu dois créer un grand effort pour un Un petit minimum impact. d'impact. Et ce qui décide cet équilibre-là, c'est les valeurs. Mm. Parce que quand tu as ces valeurs-là, l'argent va venir, l'intelligence va venir, tu vas attirer tout. Tu deviens un aimant. Mais en traitant tes employés comme ça, je pense que tu as un turnover relativement faible, non? Ça va, on y arrive. On y Ouais, arrive. Comme je t'ai dit, Yassir, pour moi, vraiment, c'est une mission. Quand je vois, par exemple, les membres de l'équipe travailler au milieu de la nuit, qui s'échangent des emails à 2 heures du matin, super. je me dis ben, peut-être que je suis coincé là. Donc j'ai vendu un rêve et c'est tout le monde qui commence à y croire. Donc là, Ouais, ou alors, je peux pas. soit t'es coincé, Mm. tout le monde commence à y croire, soit, mince, le rêve commence à se matérialiser, Peut-être, peut-être. tu vois? Ça d'un côté. D'un autre côté, il y a quelques aspects dont je suis personnellement fier. On est devenu le plus grand employeur d'ingénieurs informaticiens dans la région Maghreb. Ah ouais, Ouais, donc dans en tout le quelques Maghreb. années, ouais, dans tous les pays du Maghreb. Ouais. D'un côté, on en est fier, mais d'un autre côté, tu te dis que la région est euh, toujours pas trop développée, malheureusement, parce qu'on est une seule entreprise. On n'est pas aussi grand que ça, donc on a peut-être 500 ingénieurs dans l'entreprise. Donc c'est D'accord. pas grand-chose. Donc, ouais. Ouais, mais on en parlait tout à l'heure, c'est bien quand il y a des problèmes, il y a la place aux solutions. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, on est qu'au début, hein. Ouais, ouais. Moi, j'y crois, sincèrement. Enfin, Tu m'as l'air d'avoir un esprit qui bouillonne H24. Euh, T'as d'autres projets, t'as d'autres trucs en tête? Ou alors, ce qui m'étonnerait, mais c'est que Yassir, Yassir, Yassir. bah écoute, en toute honnêteté, entre le travail et la famille, il n'y a pas, y a pas grand-chose. Mais le travail, Déjà, j'arrive pas à dormir. Il y a un truc que je fais depuis très longtemps. Je continue à faire. C'est d'aider des étudiants à postuler pour les universités américaines et leur permettre d'être admis avec, comme un petit peu. avec un bac? Ouais, oui, c'est ce qui a été le cas pour moi un petit peu. Donc généralement, je m'implique avec 5 étudiants par an. Je les accompagne quand ils n'ont pas disons, quand ils peuvent pas se le permettre financièrement, je les aide aussi, je les prends complètement en charge. Euh, je le fais depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça me donne une certaine satisfaction. Et généralement, quand ils me disent un jour on va vous repayer, je leur dis ne repayez rien du tout, aidez d'autres personnes. D'accord, d'accord, super. Euh, Question un peu plus générale, Ouais. parce que c'est bien, parce que tu viens d'Algérie, tu es parti aux États-Unis, tu es revenu en Algérie. On dit que l'Algérie, en ce moment, c'est un pays qui est en pleine mutation, ça s'ouvre. Mhm. C'est quoi ta vision un peu de l'Algérie en 2023 et les perspectives d'évolution? Déjà, c'est un pays très jeune, donc plus de 75% de la population C'est a ça. moins de 35 ans. Euh, et écoute, avec la révolution technologique, le monde est devenu un petit village. Donc, là où tu sois, pas forcément en Algérie, tu as un aperçu de ce qui est le monde, de ce qui se fait à travers le monde. Donc, il y a une certaine ouverture, il y a une certaine aspiration aussi, qui peut-être n'existait pas.
Ouais, donc c'est une grosse opportunité, vraiment. Euh, bah, il faut reprendre. Euh, je me rappelle, tu as Napoléon qui disait qui voulait toujours chercher les jeunes parce que les jeunes avaient toujours euh, disons, mentalité malléable et il pouvait les façonner à sa façon. Euh, donc c'est pareil en fait quand on est jeune, on peut créer de belles choses, on peut prendre plus de risques. Euh, je dis toujours que être sage dans la vie, c'est pas forcément une bonne chose parce que si on est sage dans la vie, ben on on n'entreprendra jamais parce que c'est trop risqué. Parce qu'une personne sage va se dire que ça vaut pas le coup. Ce qui est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si tu prends du risque, tu pousses les limites de ce qui est possible. Ouais, Donc, et puis c'est dur de réussir sans risque. exactement. Ouais, C'est dur. ouais, tout à fait. Donc toi, tu vois cette ouverture de l'Algérie aussi, outre le fait que c'est un pays jeune. Oui, tout à fait. Et je dis toujours, ben, écoute, une communauté, une société, une nation, c'est le- c'est juste un miroir de ce qu'est la population. Et ça revient à ce que je disais un peu plus tôt. Donc, si tu as un système de valeurs qui, est qui a une bonne base, un- tu pousses les limites, tu crées de la plus-value dans ta société, ben, certainement, à un certain moment, ben, ça va avoir un impact. Euh, on est toujours pressé de dire que voilà, l'impact, on doit le voir immédiatement. Mais il faut pas être pressé dans la vie. Aujourd'hui, ben, tu m'aides à faire quelque chose qui va, qui, qui va créer une plus-value en moi. Et cette plus-value, peut-être, je vais la transmettre à une autre personne, qui va la transmettre à une autre. Et ben, à un certain moment, ça va devenir, ça va avoir l'effet boule de neige. Et cet effet boule de neige peut arriver dans une année, comme ça peut être sur une deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, faut pas être aussi pressé. Ouais. Euh, c'est quoi le vécu d'une personne? C'est quoi 100 ans dans un pays? C'est rien. Hmm. Et quand tu vois l'Algérie, ben, depuis son indépendance en 62, Même pas 100 ans. ouais. Donc Ouais, c'est rien. Donc ça reste toujours un pays jeune. Donc, ouais. faut pas. Je vois toujours les gens qui sont pessimistes, et qui disent que voilà, donc ça va nulle part. C'est la Ça, ça, politique de l'instant, ça, il faut. Oui, mais ça me rend fou. Et quand tu vois toutes les civilisations à travers le monde, ça a commencé avec un précurseur de rien du tout. Ouais. Civilisation romaine, égyptienne, musulmane. Regarde l'Europe. C'était ce qu'on appelait les Dark Ages. Ouais. Et en un rien, Ah, c'est vrai, c'est c'était vrai. devenu une civilisation. Ouais, Les États-Unis aussi, ouais, je suis la d'accord. Chine. Ouais, je suis d'accord. Donc il faut qu'on se débarrasse de ce pessimisme-là qui n'a aucun sens. Il faut qu'on travaille justement sur les aspects qui feront qu'une civilisation peut émerger. On va prendre le cas de l'Algérie, mais ça peut s'élargir Ouais, ouais. Au Maghreb en général. Tu crois à l'utilisation de la diaspora, à la valorisation de la diaspora en Algérie pour justement faire bouger les choses ou pas du tout? Oui, comme un aspect, oui. Ah, bien sûr. Mais c'est pas que la diaspora. Non, non. Ah ouais. Mais tu penses que c'est un élément important ou pas forcément en fait? Ça doit venir de l'intérieur. Oui et non. Oui, dans le sens où la diaspora généralement a une expérience euh, qui peut être importante. Donc si elle est bien exploitée, Mhm. elle pourra avoir une plus-value. Non, et sincèrement, c'est un constat, c'est pas, je dis ça, je dis pas ça par pessimisme, mais malheureusement, notre diaspora est enfermée dans la culture qui existe déjà dans nos pays. Donc, même quand elle sort du pays, généralement, elle essaie pas de s'épanouir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment, explique-moi. Mon constat, ben, je l'ai vu même aux États-Unis, c'est que je parle pas que de l'algérien, hein, donc en fait, c'est un constat que je le vois dans pas mal de diaspora, qui vient de pas mal de pays.
c'est que ils restent dans leur bulle. Donc ils sortent du pays, mais ils restent dans le bulle C'est vrai. dans cette bulle D'accord, du j'ai compris. pays. Tu vois C'est ce que vrai. je veux dire? Complètement. Ouais, c'est vrai. Et ils n'arrivent pas à s'ouvrir à ce nouvel environnement Ouais, qui, qui peut leur ouvrir en fait des portes énormes, déjà à eux et aux autres. bien sûr. Ouais, je suis Et, d'accord. ouais, et c'est ça qu'il faut changer. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais alors moi, je suis un optimiste. Je pense que je suis comme toi, mais c'est tous les pays du Maghreb, d'Afrique. Mhm. La plupart sont très jeunes et je pense qu'avec le temps, on va y arriver. Ouais, j'en suis certain, sincèrement, j'en suis certain. Ouais. Avec le temps, on va y arriver. Je pense que on a fait le constat en termes de démographie, mais je pense qu'en termes économiques aussi, ça va arriver, peut-être un peu plus longtemps, mais les courbes vont s'inverser aussi et que on va avoir un changement d'épaule un peu. Et, euh, et j'y crois. Et c'est vrai que moi, la politique de l'instant où on juge sur l'instant, oui, mais il n'y a rien qui marche, j'y crois pas non plus. Non, non, pas du tout, pas du tout. Écoute, la personne peut avoir un impact dans son environnement. Pour moi, hein, il faut qu'il y ait trois facteurs. Le premier, bien sûr, c'est l'intellect de la personne, ce qui est important. Donc ça lui permet de réfléchir et de trouver, disons, des choses à faire ou des solutions à, disons, un certain problème. Deuxième, c'est l'implication dans son environnement. Donc, il suffit pas d'avoir l'idée, il faut l'appliquer et savoir l'appliquer. Parce que avoir une stratégie, c'est c'est pas forcément savoir l'exécuter. Donc, il faut avoir et la stratégie et l'exécution. Et le troisième point, il faut le dire, il faut pas être embarrassé de le dire. L'aspect argent est extrêmement important. Il faut avoir de l'argent pour avoir de l'impact. C'est, on dit souvent, on n'a pas besoin d'argent pour faire de l'argent, il faut juste une bonne idée. J'y crois à moitié, moi, ça. Mhm. Parce que l'idée, elle est fondamentale, mais à un moment donné, pour mettre en place les choses, il faut de l'argent. Ah ouais. Ouais. Voilà. Je suis totalement d'accord. Et, et non, mais je te rejoins complètement. Mais moi, il y a un truc que j'apprécie particulièrement chez toi, et je vais le dire parce que je pense que t'es trop humble pour le dire, mais je vais te le dire, et je vais le dire aux gens. C'est que oui, tu as du succès dans ce que tu fais, mais tu as toujours, je trouve, dans tout ce que tu fais, une notion de partage et d'échange. C'est extrêmement important. Encore une fois, c'est pas évident pour tout le monde et tout le monde Mm. ne le fait pas. Donc quand on le voit et qu'on a des gens en face de nous qui le font, moi je trouve que c'est important et intelligent de le souligner parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, l'être humain, la nature humaine, elle est très compliquée, elle est Mhm. bizarre, hein. Euh, Il y en a qui partent de rien, qui disent si un jour j'ai ça, ma vie elle est faite. Mhm. Et le jour où ils l'ont, ils disent ah non, mais je veux un deuxième, mais je veux un Ça, troisième. ça c'est la nature humaine. C'est ce que je viens de dire. Ah ouais. C'est la nature humaine. Ah À partir, j'ai envie de te dire, il n'y a rien de mal à vouloir un deuxième et un ouais. troisième. Mais à partir du moment quand tu as le premier, tu as dit, tu sais quoi, je vais travailler sur le deuxième, mais je vais aider celui-là à en avoir un aussi. Mhm. Là, moi, je trouve que c'est assez important pour le souligner. Non, mais ça va, bah, en aidant cette personne-là, ça va se répercuter sur le fait que tu auras ton troisième et quatrième et cinquième. Mais tu Ah, penses ah, comme ça. ah. C'est, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez, quoi. Tu Ouais. vois, c'est le big picture. Tu vois, les gens sont comme ça. Il m'en faut un deuxième, il m'en faut un troisième. Ouais. Oui, mais quand tu élargis et moi, le fait que tu sois dans l'aide, dans l'échange, même ce que tu me dis sur les étudiantes, je trouve ça, moi, extraordinaire. Tu vois, je savais pas tout ça. Mm. J'étais déjà intéressé par ton histoire. Mais là, on va faire un film de ton histoire. Non, pas du tout. Non, non, c'est exceptionnel. Franchement, c'est Ouais. exceptionnel. En tout cas, moi, Nordine, j'ai été ravi de te Ah, recevoir c'est réciproque. parce que c'est quelle rencontre. Comment? Ah, Tu exagères quand même. non, non, parce que je vais Ouais. te, tu sais, comment t'expliquer? Il est facile, il est facile de rencontrer des gens, j'aime pas dire des mauvaises personnes, mais pas super. Mhm. C'est à la rigueur ce que tu rencontres le plus au quotidien, dans le boulot.
Mais quand tu rencontres des gens qui sortent du lot, Mmh. tu sais, c'est comme le service client. Les gens, ils ont aucun souci à décrocher. J'ai un problème avec ça, vous m'avez fait ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais moi, quand un magasin me traite bien, Mmh. j'ai pas de souci à leur dire, vous savez quoi, votre employé est exceptionnel. Ouais, je suis totalement d'accord. Tu vois? Et les gens, et souvent, je fais ça au magasin aux États-Unis, je demande le manager, le service de votre employé est Mmh. exceptionnel. Oh là là, ça me touche, merci. Ouais. Ils ont trop parce que l'humain, c'est souvent négatif, négatif. Et quand il y a du positif, ben moi je le dis, c'est tout. Ouais, bah, ça revient aux valeurs. C'est aussi, voilà, j'ai été aussi éduqué comme ça. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et, et je m'attendais à une belle histoire, mais ton histoire, elle est plus que belle. Et je suis ravi de te connaître. Ben, c'est réciproque. Voilà. Et je vais te laisser le mot de la fin. On laisse toujours le mot de la fin à l'invité. Tu dis ce que tu veux. Oh, Tu peux parler de là, ton c'est équipe difficile. préférée du PSG. Là, c'est difficile, là. Ça, ça va, je sais pas. Bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour moi, il faut être ambitieux dans la vie. Ambitieux, ça ne veut pas dire que sur le côté financier. C'est toujours pousser les limites de ce qui est possible, prendre des risques, faire ce qu'on veut, bah, réaliser nos rêves. Et puis c'est tout, hein. Il faut, comme on dit en anglais, the sky is the limit. Sky's the limit, exactement. Il faut vraiment pousser et rien n'est impossible. Ben, comme l'a dit aussi Napoléon, impossible n'est pas un mot français. Ouais, donc, C'est ça. T'as passé un bon moment? Extrêmement bon, ouais. Merci. Super, je te remercie Nordine Ouais. et on reste en contact. Ben ouais, avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Merci. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Respect. 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 Respect.